Bonjour David, bonjour Annick. Nous sommes Bonjour. au local de la CGT. CGT Santé, c'est quoi la formule exacte? Le syndicat CGT du centre hospitalier de Saint-Malo. Très bien. Eh ben, on est très content d'être avec vous aujourd'hui pour Parole de Malouin. Et donc, on va démarrer. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez vécu cette crise du coronavirus. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, des choses particulières que vous avez vécues durant cette période? Je crois que la première chose, effectivement, c'est que par rapport à la situation de l'hôpital et des hôpitaux en général, effectivement, quand on a appris que ça arrivait, que ça commençait à se développer en France, on s'est dit, oh là là, comment ça va se passer, comment on va pouvoir gérer la situation si ça vient jusqu'à notre hôpital, quoi. Déjà dans un premier temps, des craintes. Oui. Mais en même temps, paradoxalement, quand dès la première semaine du confinement officiel, où là, dans tous les services, on a été amené à se réorganiser et à mettre les choses en place, on a pris, je pense, tout le sens de notre engagement du service public. C'est-à-dire qu'avec les collègues, il n'y a pas eu d'hésitation sur le fait de faire encore plus. Ah oui. Quand bien même, parce qu'on est tous humains, on avait la peur de venir travailler et on avait la peur de rentrer chez soi, d'avoir été contaminé dans la journée et donc de contaminer ses proches, sa famille, ses enfants, voilà. Mais on a même, pour des questions de sûreté, il y a des collègues qui ont été placés en confinement en vue d'un éventuel relais dans les semaines suivantes. Des collègues qui voulaient venir travailler, qui n'avaient pas envie d'être confinés, qui voulaient vraiment être là, sur place, à prêter main forte. Et voilà, donc un mélange de crainte, mais aussi de fierté. Quelque part, ça donnait tout le sens à notre engagement dans le service public. Mmh. Et toi, Annick, alors toi aussi, tu as vécu ça de la même manière ou est-ce que tu aurais quelque chose à... Oui, par rapport peut-être à la brutalité de l'annonce, déjà, je pense que les agents ont quand même vécu ça de façon brutale. On a vécu, je pense, tous au jour le jour, parce qu'en fait, personne n'était préparé à une situation aussi grave. Donc en fait, les agents se sont adaptés, en fait, et ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Effectivement, ils ont fait au mieux et au jour le jour. Je pense qu'il a fallu faire, en fait, s'adapter à la situation inédite. Et avec tout ce qu'il y avait autour, la crainte, la peur, moi je dirais que c'était vraiment, on a eu peur, les agents ont eu peur. Après, au fur et à mesure, et effectivement, on s'est, je veux dire, adapté à la situation parce qu'il a fallu faire face. Mais il y a quand même une grande crainte et une grande peur, je pense, au niveau du personnel. Mais là, la peur, ça revient. C'est quelque chose que vous avez vraiment vécu en vous et que vous avez ressenti fortement. Ah oui, je pense qu'il y a eu une inquiétude des collègues. Qui pour autant, une inquiétude et une peur qui ne nous a pas fait reculer. Justement, c'est tout le côté un peu noble de notre engagement, quoi. Mais oui, il y avait de l'inquiétude, bien sûr. D'autant plus que on ne savait pas tout sur le Covid. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on ne sait peut-être pas encore tout. Donc oui, l'inconnu par rapport à une nouvelle situation de travail dans laquelle on allait se retrouver, l'inconnu par rapport à cet ennemi invisible, comme ça a été dit parfois, c'est humain d'avoir peur. Et c'est d'ailleurs la peur aussi qui nous a fait nous protéger et protéger les autres. Donc en ce sens-là, quelque part, ça peut être aussi positif. Au niveau matériel, masque et tout ce qui... vous avez toujours eu accès à ce dont vous aviez besoin ou est-ce qu'il y a eu des moments
Non, pas au début. Ouais. Pas au début. Tous les secteurs n'ont pas pu être dotés au début, surtout dans la première quinzaine, on va dire. Ah ouais. Comme il l'aurait fallu, c'est-à-dire en protection maximum. Les services les plus sensibles ont été dotés de protection en priorité, mais oui, tous les hospitaliers, donc tous ceux qui étaient amenés à venir travailler à l'hôpital, n'avaient pas forcément de masque toute la journée. Apparemment, le discours des autorités s'est adapté. En tout cas, nous, c'est le constat qu'on en fait. C'est qu'on a bien vu, en fonction des stocks disponibles, si on prend l'exemple vraiment du masque, du manque de masques, on a quand même eu une déclaration du Premier ministre comme quoi le masque ne servait à rien. Ce qui est très étonnant, puisque une fois que vraiment le pic de la crise a été passé, et donc pour le déconfinement, on a demandé à tout le monde de mettre un masque. Là, il y a une logique, bien évidemment, que nous, en tant que professionnels, le discours du masque qui sert à rien, on n'y a pas cru une seconde. Et oui, on a bien vu l'évolution de l'équipement dont on pouvait bénéficier, avec en parallèle le changement des consignes qui s'est fait au fur et à mesure, vraiment, je pense, de la proportionnalité des stocks disponibles. Que ce soit des masques, que ce soit des surblouses. La crise Covid, ça a été l'expérience de voir aussi comment dans une ville, la médecine privée, la médecine publique, tout ça fonctionnait. De l'extérieur, on a le sentiment à Saint-Malo que les choses se sont plutôt bien passées. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez, vous ? Oui, ça, je pense que ça s'est mis en place en plus dans un contexte vraiment qui nécessitait de faire très vite et le mieux possible. Effectivement, je pense que tous les acteurs de la santé, que ce soit public ou privé, et entre autres par rapport à la médecine de ville et surtout les médecins libéraux et tout, je crois que tout le monde est vraiment venu sur le pont. Vous savez qu'il y avait eu cette présélection là, d'accueil Covid qui s'est mis en place à Marville. Tout ça a été coordonné, ça a fonctionné avec les médecins libéraux, le centre Covid de Marville et l'hôpital. Ça a bien fonctionné. Ça a surtout fonctionné par rapport à la volonté des femmes et des hommes. Cette volonté-là qui a tenu la chose. Mais avec effectivement le manque de matériel qu'on évoquait tout à l'heure. Quand on fait confiance aux professionnels et aux femmes et aux hommes sur un territoire, en fait, ils savent trouver des solutions, quoi, d'une certaine manière. C'est vraiment c'est une leçon intéressante. C'est une leçon intéressante, et puis c'est aussi la réaffirmation qu'il y a vraiment une conscience professionnelle, voire même une conscience professionnelle qu'on pourrait même qualifier de collective, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a eu un attachement à là on nous attend et il faut sauver le maximum de personnes, prendre en charge la population. C'est à nous de faire ce job, c'est ce pourquoi on s'est engagé. Et oui, c'est vrai qu'on peut dire que tout le monde a répondu présent. On avait quitté un peu la lutte à l'hôpital de Saint-Malo sur une crise des urgences. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre sur des solutions qui permettraient d'imaginer les urgences autrement ? Alors par rapport aux urgences, effectivement, il y a eu une réorganisation qui s'est faite au niveau des urgences pour l'accueil des patients. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y a eu une réflexion qui a été faite et qui a été mise rapidement en place, alors que cette réflexion, elle date déjà depuis des années, puisqu'on a déjà eu des mouvements, notamment depuis plus d'1 an et demi au niveau des urgences, qui en fait, ces mouvements en partant des urgences, ne sont que le reflet de ce qui se passe dans l'hôpital en général, avec le point de départ des urgences, mais en fait avec tout ce qui après se répercute au niveau des services dans tout l'hôpital. Donc jusqu'à présent, il y avait eu une réflexion de fait, mais rien n'était vraiment mis en place, que ce soit au niveau des médecins généralistes, même s'il y a eu une volonté peut-être de le faire, mais ça n'a pas marché. Cette crise sanitaire a permis en fait de mettre en place rapidement une nouvelle organisation qui a fait que les urgences n'ont pas été engorgées comme elles le sont habituellement, et qui a permis effectivement peut-être de gérer au niveau de l'hôpital
cette crise sanitaire, pour éviter justement, par rapport à un circuit qui a été mis en place, et bien peut-être d'avoir un service des urgences qui n'aurait peut-être pas fonctionné comme il a fonctionné pendant cette période. D'accord, tu veux dire que là, en fait, les gens se présentaient comme d'habitude un peu aux urgences, mais qu'ils étaient ensuite réorientés? Comment ça se... Ils ne se présentaient pas aux urgences, justement. Ils devaient prévenir leur médecin, appeler leur médecin traitant. Ils étaient orientés vers un circuit, justement, parallèle. Et notamment, on a bien vu qu'il y a eu une baisse importante de la fréquentation des urgences pendant cette période. Effectivement, il y a peut-être des solutions, et peut-être que cette solution est à retenir par rapport à la situation qui s'est passée. Un truc plus, où on met la médecine de ville, l'hôpital, les urgences en relation pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui gèrent le truc. Cette réflexion, je pense qu'elle a été faite depuis de nombreuses années, mais pas mise en pratique. Et durant cette crise, elle a été accélérée, en fait. Elle a été mise en place, et peut-être que, pourquoi pas, après, tirer des leçons de ce qui a été fait pendant cette crise. On a bien vu que même au niveau national, c'est bien l'hôpital public, le secteur public qui a été le centre de toute cette organisation et de la prise en charge des citoyens, quoi. On nous promet la revalorisation des rémunérations, donc là quand même, vous devriez être un peu rassurés, non? Par expérience, et vu le passé, on va attendre de voir ce qui se passe pour y croire. Il y a des promesses qui ont été faites il y a quelques semaines, au début de la crise Covid, mais nous, les retours qu'on a sur le fait que, par exemple, le plan 2022, Ma Santé 2022, qui est le plan du gouvernement pour les années à venir pour l'hôpital et le système de santé, ils ont réaffirmé là ces derniers jours que c'était le bon cap. Alors tu peux expliquer parce que j'ai pas bien compris c'est quoi ce dispositif là? C'est toute une série de mesures, de mémoire je crois qu'il y en a 54. Oula. Qui déterminent un peu le plan d'évolution du système de santé et entre autres des hôpitaux. De faire encore plus. Ce plan était composé principalement par le développement de la médecine de ville et entre autres des maisons médicalisées. Mais voilà, nous la lecture qu'on en faisait c'était au détriment de l'hôpital public, c'est-à-dire qu'en parallèle il y a des fermetures de lits. Ah ouais. Pas plus tard que la semaine dernière, on apprend que par exemple au CHU de Nancy, il va y avoir des suppressions d'emplois, il va y avoir des fermetures de lits. Donc il y a eu cette prime versée pour les hospitaliers. Alors on a du mal à suivre là, quand on n'est pas dans le coup parce qu'on nous dit tout le monde va la toucher, ensuite ça va dépendre des hôpitaux. Alors est-ce que tu peux faire le point sur Saint-Malo, qu'est-ce qui se passe? Alors cette prime elle n'est pas versée pour l'instant, on est dans l'attente de savoir comment elle va être versée et à qui elle va être versée. Donc nous sommes dans l'attente d'une instruction qui doit préciser au niveau des établissements à qui ça sera adressé cette prime, qui va la toucher. Alors en ce qui nous concerne, nous, effectivement, tous les agents doivent bénéficier de cette prime de 1 500 € qui a été annoncée au départ pour tous les agents et qui au fur et à mesure des discours ne sera peut-être pas attribuée à tous les agents. Il semblait qu'ils avaient parlé du fait que ça devrait être versé rapidement. Donc pour l'instant, rien n'a été versé et vous êtes encore... voilà. Hein. On ne sait pas quand, on ne sait pas à qui, on ne sait pas le montant. Donc là, pour l'instant, on est dans l'attente. La prime, c'est un effet d'annonce. C'est-à-dire que dans les médias, dans la presse, on dit on va donner une prime aux agents. Donc le citoyen lambda, lui, est pour cause, il va pas, tous les citoyens ne vont pas aller lire le décret. Il a comme information, quand même, il va y avoir une prime pour les soignants, effectivement, ils le méritent. Mais en fait, le texte est écrit de telle façon que c'est donné au moins possible,
Et en plus, c'est là que je fais le parallèle avec cette notion de méconnaissance totale du terrain. C'est-à-dire que, même de la façon dont le texte est écrit, bien malin, qui peut dire précisément aujourd'hui qui peut avoir la prime et qui ne peut pas l'avoir. C'est pour ça que ça soit les directions ou les représentants du personnel, on est en attente d'un éclaircissement. Alors on nous parlait d'une circulaire, d'une instruction ministérielle qui nous donnerait tous les détails et entre guillemets qui nous expliquerait un texte qui pose beaucoup de questions et qui est sur certains aspects incompréhensible. Ça fait des années qu'on demande des augmentations du point d'indice qui concerneraient tous les agents, hein, et non pas une prime ponctuelle qu'on peut faire l'équivalent avec une notion de prime au mérite. J'ai vu que le candidat à la mairie, Gilles Lurton, était intervenu. On était en intersyndical CGT et Sud Santé. Et c'est à notre initiative donc qu'on l'a contacté pour l'informer et puis l'alerter que le centre hospitalier de Saint-Malo ne faisait pas partie d'une liste préétablie de 108 établissements de référence et que dans le projet du décret d'attribution de la prime, le centre hospitalier de Saint-Malo n'était pas concerné. Il s'est saisi de la problématique, puisqu'il a il a soulevé la chose à l'Assemblée nationale. Il est intervenu auprès du ministre de la Santé et oui, il a permis effectivement qu'il y ait une attention de porter sur la prise en charge du centre hospitalier de Saint-Malo. En tant que député, M. Lurton, effectivement, a fait le job. Il a porté la parole quelque part des citoyens et des hospitaliers. Mais on attend et on espère surtout qu'il en soit de même demain. Qu'est-ce que vous attendriez d'un futur maire de Saint-Malo pour l'hôpital public ? Monsieur Lurton, prétendant à la mairie de Saint-Malo, s'il était élu, comme tous les maires qui ont un hôpital dans leur ville, serait président du conseil de surveillance. Donc voilà, président du conseil de surveillance, c'est des responsabilités qui amènent à prendre des positionnements. Et on espère qu'il aura à cœur de défendre aussi l'hôpital public. J'ai regardé là sur le classement OCDE, le salaire moyen dans la santé, et on est au 26e rang, derrière la Slovaquie, la Slovénie et la Grèce. De par notre expérience et notre engagement syndical, on a tout l'historique quelque part de l'évolution du système de santé, donc ça ne nous étonne pas. Mais ça reste incompréhensible. Parce qu'en plus, à l'échelle de l'Europe, la France est quand même fait partie des deux grandes puissances économiques. Donc voilà, mais je crois que ça en dit long sur la place qu'on donne aux agents hospitaliers au sein de la société. Voilà, et on pourrait dire la même chose, on fait le parallèle, nous, souvent, avec nos collègues de l'enseignement. Et même si on prend la chose à l'échelle mondiale, 5e ou 6e puissance mondiale, et on en arrive à des salaires comme ça pour les personnes qui dévouent leur vie à soigner les autres. Nos jeunes collègues, ils entendent bien parler des conditions de travail à l'hôpital, des salaires éventuellement qu'ils vont avoir. Et ils s'engagent quand même. Pour nous, c'est incompréhensible quand même que les revenus soient si faibles, quoi. J'avais une question à vous poser, c'est par rapport à la médaille. Moi, en tant que citoyen à l'extérieur, j'ai vraiment vécu ça comme une sorte pas d'insulte, mais enfin quelque chose de méprisant. L'idée qu'on peut vous acheter avec une médaille, je sais pas, est-ce que moi, ce que j'ai ressenti, vous l'avez ressenti également, ou comment vous avez vécu cette histoire de médaille ? Ça nous a fait sourire. Ouais. Avec un sourire ironique, mais je crois que c'est surtout la preuve que les personnes qui nous dirigent aujourd'hui sont complètement à côté de la plaque. Ils connaissent pas le terrain, parce que nos collègues veulent pas une médaille. Aucun nous a dit qu'il voulait la médaille. Non, ils en veulent pas la médaille. Il y a un appel à manifester le 16 juin prochain. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Pour l'appel pour le 16 juin, effectivement, ça va être avant tout la valorisation des salaires pour les agents de la fonction publique, de l'hôpital public. Ça va être la valorisation du salaire, notamment avec l'augmentation du point d'indice qui va permettre justement de calculer les salaires, puisque c'est le point d'indice qui permet de calculer les salaires et qui va permettre à tout le monde justement, et pas simplement à certaines catégories peut-être professionnelles, de bénéficier d'un salaire, d'une augmentation de salaire. Effectivement, également, c'est pour l'hôpital d'ouvrir les services, de maintenir les services ouverts. On pense notamment à la maternité, notamment à l'hôpital de Dinan, où la maternité est toujours, on pose toujours la question sur le maintien de la maternité. Les effectifs, puisque effectivement, sans personnel, on ne peut pas prendre en charge les patients. On a bien vu comment ça s'est passé pendant cette crise sanitaire, où il a fallu vraiment mettre tout le monde soit vraiment sur le pont pour s'occuper des patients et tout le monde soit disponible. Donc des effectifs. Qu'est-ce que vous attendez des Malouins? Il faut que la population malouine soit présente vraiment massivement pour montrer que, il faut vraiment que l'hôpital public soit la priorité, et qu'on ait justement l'appui de la population pour montrer que derrière les agents, l'hôpital, il y a la population qui est là. Voilà. Comme elle a été présente pendant la crise pour soutenir justement le personnel hospitalier. Ouais. Alors les médailles c'est bien, les applaudissements c'est bien, mais vous attendez un peu autre chose. Les applaudissements c'était très sympathique, mais ça ne suffit pas. Il faut montrer vraiment le soutien en étant présent le 16 juin.